Bonjour Raphaël. Bonjour Hélène. Alors je suis très heureuse de te recevoir à mon micro parce que pour moi tu fais partie de celles et ceux qui ont vraiment craqué quelque chose dont moi j'ai besoin ici dans mon enquête sur le beau, sur cette méta-question où est le beau. Ton parcours est très impressionnant. Quand on lit ta bio, on hallucine un peu en fait, on se dit mais comment il a eu le temps de vivre et de faire tout ça, d'être aussi gourmand de toutes ces connaissances. En gros ce qu'on peut dire c'est que dans tout ce que tu inities, tu diffuses et tu formules quelque part des idées nouvelles avec comme cap le fait de promouvoir des pratiques durables et innovantes. Aujourd'hui, on te connaît parce que tu diriges l'AREP. Donc, je dis deux mots parce que moi, jusqu'à ce que je sois jurée au pavillon de l'Arsenal là, pour le programme FAIR au début de l'année, je connaissais pas vraiment l'AREP en fait. Je suis désolée, mais en revanche, j'avais vu ton exposition au pavillon de l'Arsenal Énergie légère. Mais l'AREP, voilà, c'est très connu dans le domaine de l'architecture, mais peut-être un peu moins auprès du grand public. Donc c'est une filiale en fait du groupe de la SNCF. C'est surtout finalement des gares et le patrimoine un petit peu immobilier de la SNCF. Vous êtes en France 850 et en Chine 150, c'est ça à peu près? On est 850 en France et 150 à l'international et une grande majorité en Chine, ouais. Ok. Et dans AREP, il y a AREP Architecte qui porte aussi donc c'est cet engagement post-carbone des projets architecturaux avec vos domaines architecture des mobilités, transformation des existants, architecture à forte dimension technique. Et donc du coup depuis 2018, c'est ça, tu inities donc au sein de cette énorme agence qui est en fait un petit peu la première agence d'architecture en France, on peut dire ça par aussi son oui, nombre. Même si en tant que tel c'est pas une agence d'architecture, mais il y a beaucoup de diplômés d'architecture chez AREP, ouais, donc. Et donc tu inities une grande transformation, on va en reparler. Tu places en collaboration avec Philippe Biwix les enjeux environnementaux au cœur de l'entreprise et des projets qui vous sont confiés. Et comment vous faites ça? Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de t'inviter à ce micro, parce que pour moi, c'est là où je pense que tu as craqué ce truc dont je parlais en tout début d'introduction là, c'est que tu as mis au point une démarche. La démarche EMC2B, c'est énergie, matière, climat, carbone, biodiversité, qui permet d'intégrer donc ces contraintes environnementales dans les projets d'AREP. Donc tu vas nous l'expliquer un peu plus tard, c'est pas un label, c'est vraiment tout autre chose. Et pour t'introduire toi, Raphaël, parce que donc c'est pas une interview d'AREP, mais bien une interview de toi. Tu es ingénieur, architecte, diplômé de l'école Polytechnique, de l'école des Ponts et Chaussées, de l'école d'architecture de Paris-Belleville. En 2003, c'est ça, tu fondes Elliott ou 2004? 2004, oui, d'ailleurs ça va être les 20 ans là. Ouais. 2004, tu fondes Elliott, qui est une agence pluridisciplinaire qui allie ingénierie et architecture, donc qui était axée donc déjà à l'époque sur vraiment l'innovation bas carbone. Ensuite, tu as créé 169 Architecture, qui est un laboratoire d'architecture expérimentale qui est dédié à la conception de solutions qui permettent aux territoires urbains et périurbains de produire en fait des énergies renouvelables quelque part. Puis tu vas aussi enseigner, fonder le 3e cycle en architecture post-carbone à l'école d'architecture Paris-Est avec Jean-François Blassel. Donc à ce moment-là, on est en 2018. Tu soutiens ton doctorat en architecture, tu publies ta thèse énergie, matière, architecture, dans laquelle tu promeus une manière d'habiter le monde finalement sobre en énergie fossile et qui se concentre sur la légèreté des structures et des mobilités. Donc là, on sent un petit peu que tu es dans une phase de vie où tu dézoomes, j'imagine, parce que là, tu es à fond quand même dans Elliott, mais tu as pris un peu le temps de poser une pensée, de sédimenter pas mal de choses, comme si tu avais un petit peu eu cette capacité de scanner pendant toutes ces années, de comprendre la profondeur de la multifacette de ce sujet, comment on habite demain. On peut résumer un peu ça comme ça. Et donc depuis, tu travailles et tu déploies tout ça avec tes équipes. Peut-être pour commencer cette conversation, Raphaël, toi, depuis quand, quelque part, un peu ces sujets t'intéressent aussi autour des ressources, de comment, en fait, on met en œuvre tout ça? Enfin, depuis quand ça remonte, en fait? Un petit peu dur à dire. Si je vais vraiment très, très loin dans le temps, je pense que je suis rentré dans les sujets écologiques, environnementaux par l'énergie. Ça a commencé très tôt, môme. J'adore, comme plein de petits enfants et plein de petits garçons surtout, démonter les jouets, stocker les moteurs électriques, jouer au Lego technique et de me poser un peu plein de questions sur comment ça marchait les choses, quoi. Donc je pense qu'avant l'heure, je pense qu'il y avait le petit ingénieur qui était en train de grandir en moi.
Et est-ce que tu as eu un petit peu des modèles à penser ou des personnes vraiment qui t'ont aidé à découvrir finalement toutes ces facettes qui t'émerveillaient? Si je devais faire là comme ça, j'ai pas réfléchi à mon panthéon, mais je vais essayer de refaire un panthéon rétro-chronologique. Allez, quand j'étais enfant, adolescent, j'étais vraiment fasciné par les voitures. Et j'avais certaines voitures que je trouvais absolument fascinantes. Donc particulièrement la Mini ou la 2 chevaux. Et du coup, cet intérêt pour l'histoire de l'automobile et des concepteurs de ces objets très très efficace, qu'il s'agirait d'ailleurs qu'on renouvelle, la vraie Mini, hein, celle de Alec Isonis, ou la 2 chevaux, qui était d'ailleurs, je crois, le cours de Jean Prouvé au CNAM. Je pense que ces personnes-là ont un peu jalonné mon début de réflexion sur les ressources et la façon de bien organiser la matière. Après, je pense que comme beaucoup, quand on est créatif, inventif, le personnage évidemment iconique de Léonard de Vinci, te dire que ce mec-là, à l'orée 15e, 16e siècle, avait pensé à l'hélicoptère, à énormément de choses, aussi était un personnage fascinant. Et puis après, c'est vrai que petit à petit, moi je suis rentré d'abord, je suis venu à l'architecture peut-être en commençant d'abord par les sciences, et après il y a plein de mathématiciens ou de physiciens qui ont été aussi pour moi des sortes de maîtres à penser, quoi, ou d'icônes. Tu peux nous donner quelques exemples là parce qu'on n'a pas trop eu ce combo ingénieur-architecte, mais aussi maths, t'es très là-dedans. Ouais, c'est alors... on connaît moins, nous. Avant qu'on a préparé très, très sympathiquement ce podcast, Hélène, tu m'as parlé de la cosmopolitesse, quoi, qui était un néologisme que je ne connaissais pas. Moi, j'ai été assez tôt assez cosmoravi, quoi. Et parmi les bouquins de physique ou d'astrophysique, quand le livre de Stephen Hawking est apparu, je l'ai lu. Puis ensuite, j'ai lu aussi des bouquins qui rendaient didactique les 3 premières secondes de l'univers, ou qui explicitaient la relativité générale pour les nuls, ou la mécanique quantique pour les gamins. Et ces trucs-là, moi, m'ont extrêmement stimulé. Ouais, donc en fait, toi, t'as compris, parce que tu vois, moi, je pense que c'est qu'il y a 5 ans que j'ai compris, que j'ai eu cet ordre de grandeur de me dire que finalement, l'époque qu'on vivait, c'était cette fameuse image de si on calque l'histoire de l'univers à une journée de 24 heures, tu vois, nous, on arrive à 23h59 et je sais pas combien de secondes. Bon, ça, moi, je l'ai compris très tard, en fait, et toi, tu l'avais déjà aussi, j'imagine, par toutes ces... le fait d'avoir fréquenté cet univers aussi un petit peu mathématicien et tout ça, tu avais déjà en tête ces ordres de grandeur là ou Oh oui, je pense que vers mes 15 ans, j'avais à peu près en tête la remise à l'échelle des 15 milliards d'années, quoi. Non, mais je te pose cette question parce qu'en fait c'est intéressant, parce que je trouve que ça, quand même, de savoir ça structure un peu une façon de voir le monde quand même, parce que ça veut dire que depuis le début de toutes tes études, de tout ce que tu as fait et de tout ce qui fait qui tu es aujourd'hui, il y avait ça très ancré en fait en toi. Et je trouve que c'est pas la même quand on le découvre en chemin, tu vois, parce qu'en fait on s'est vu un peu en abstraction totale, on s'est jamais rattaché à l'histoire du cosmos, enfin tu vois, de ce... Et quand on l'a depuis le début, tu vois, c'est pour ça que je pense que ça a joué quand même. Mais excuse-moi, mais c'est d'autant plus juste que, en fait, pendant un certain moment, je voulais être chercheur. C'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était de comprendre finalement, après avoir désossé des voitures et désossé des avions et des bâtiments, quelque part, c'était le désossement ultime qui est de comprendre quelle était l'architecture de tout ça, en fait. Et donc ça, c'est vrai que j'étais absolument fasciné par, donc en progressant dans les études sur la mécanique quantique, sur la relativité, sur les 4 interactions fondamentales, sur la quête de leur réunification, ces chercheurs qui font tourner dans les accélérateurs de particules des grains de matière et qui essaient de les casser quelque part pour comprendre finalement peut-être le réel, ou c'est une quête architecturale aussi. Donc en fait, tu étais déjà dans une quête de questionnement succès. Enfin, tu côtoyais tes modèles, en tout cas, tu étais déjà dans quelque part, tu savais qu'on savait rien, enfin qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas, quoi. Et donc du coup, en 2018, là, d'expérience en expérience, de projet en projet, de zoom in en zoom out, tes enseignements, etc. Un peu comme si avec ta thèse, etc., tu te dis, bon, il est venu le temps de réconcilier un petit peu tout ce que tu avais
compris, peut-être aussi déjà pratiqué dans les projets sans trop le verbaliser ou des choses comme ça. Et tu théorises un petit peu cet enseignement avec cette démarche dont on va parler. Et c'est au même moment où tu sors ta thèse que là, en 2018, on t'appelle pour te proposer de rejoindre, de savoir si tu es OK pour prendre la présidence du directoire de AREP. Là, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête? Parce que c'est un énorme... Donc toi, ton agence Elliott, c'était déjà une agence avec une cinquantaine de personnes. Donc déjà, voilà, tout allait bien. Enfin, tu vois, tu me disais, une super équipe, les projets cool, voilà. T'aurais pu du coup un peu te dire bon bah cool, je vais nourrir cette partie-là un peu de recherche, de continuer tout ça. Et là tu dis non, je vais en fait me plonger dans un autre univers de celui de piloter un énorme paquebot. Comment est-ce que tu te décides en fait à faire ça, à faire ce choix? Bah, on se décide parfois aussi la vie aussi un peu par moments sur des coups de tête et puis voilà, sortir de sa zone de confort, de se mettre un peu en danger, etc. Après, avant toute chose, j'étais absolument flatté que le téléphone sonne, qu'on pense à moi. Et puis, pour revenir aussi un peu aux sources, quand j'avais commencé à travailler, j'avais fait des stages chez AREP. Oui, c'est ce que j'ai lu, c'est donc, drôle. Tel le saumon, voilà, je remontais le cours d'eau. Et puis, l'univers aussi de la SNCF et des trains m'a toujours aussi beaucoup fasciné. C'est un peu nunuche, mais j'adore prendre le train. Donc moi aussi j'adore. J'adore les gares. Donc j'étais aussi très très content de dire que le plat de résistance, parce que AREP c'est pas que des gares, on fait plein d'autres trucs que des gares. Je suis très content de travailler quand même beaucoup autour de cette question. Ouais, puis en plus c'est une jolie, tu vois, c'est vraiment, c'est les liens quoi, c'est les flux, il y a quelque chose de aujourd'hui, on se dit qu'il faut faire circuler tout un tas d'idées, d'état d'esprit, de questionnements, parce qu'en fait, on est quand même les champions du monde pour répondre super bien à des questions qui sont les mauvaises questions. Enfin voilà, cette robinetterie de flux, elle est bien imagée aussi à travers le réseau. Bah, c'est surtout un flux, je trouve qu'il y a une dimension, je dirais, citoyenne et politique presque. C'est que quand on y réfléchit bien dans le monde, et puis par exemple aussi en France, il n'y a plus tellement de lieux où il y a quand même un brassage de la société. Donc il y a peut-être les stations-service, où la France, où il y avait des échantillons de France, il y en a assurément dans les gares, quoi. Et ça aussi, c'est extrêmement riche, quoi, extrêmement précieux comme lieu. Ouais, tellement. Et donc, du coup, est-ce que tu te dis, quand tu dis oui à AREP, peut-être ça va être le grand test aussi de ce que tu viens d'écrire et de synthétiser dans ta thèse? Est-ce que tu te dis qu'en fait, tu vas essayer d'appliquer des choses? Est-ce que tu arrives un peu comment, en fait, en te disant, OK, mais alors... qu'est-ce que tu proposes en fait comme challenge? Qu'est-ce que tu te dis Tu te dis ça va être cool si j'y vais, s'il y a quoi en fait? Déjà, j'avais une dimension qui était volontiers très continuiste par rapport à la belle histoire d'AREP, qui était de continuer à faire des belles gares en France, à l'international, et faire tout ce que AREP savait déjà bien faire en urbanisme, en design, etc. Mais c'est vrai que je dirais un peu dans le deal de mariage, c'est dire au fait, vous êtes d'accord que en me recrutant, ça sera aussi pour peut-être amplifier, massifier, passer la seconde sur ce qu'on peut appeler la conception environnementale et une approche post-carbone du projet. D'autant qu'AREP avait à son actif quand même quelques bâtiments quand même qui étaient à leur façon un peu des protos. J'aime bien citer par exemple la gare de Bellegarde, qui est comme une sorte de grande coupole trombe massivement en bois, qui est dans l'Ain. Et donc il y a quelques exemples comme ça où AREP avait été déjà très très loin. Donc là l'idée c'était comment on le généralise. Et c'est vrai que pour aussi répondre à ta question, ce qui m'intéresse c'est aussi le partage, c'est la transmission. Et c'est qu'une fois qu'on a pris vraiment conscience de ce qu'on peut appeler les limites planétaires, là pareil, on a envie d'amplifier. Et c'est vrai que la caisse de résonance d'AREP de 1000 personnes qui interagit à l'échelle de 500 000 projets pour tous ses clients, c'est une façon de passer à une étape après celle d'Elliott. Ouais, et puis c'est énorme. Et puis aussi, comme tu viens de le dire, par rapport aux gares, en fait, c'est aussi touché parce qu'on va vivre et traverser ces lieux qui vont être touchés quelque part par cette grâce de la cosmopolitesse aujourd'hui que tu essaies de déployer vraiment dans l'intégralité des projets. Donc ça fait aussi l'expérience, parce que je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a les mots et il y a aussi la manière de vivre ces transformations dont on parle, qu'on appelle de nos voeux. Parfois, quand on le dit avec des mots, ça fait peur, et quand on le vit, il se passe autre chose.
Et là, le fait de nous le faire vivre à l'échelle d'un pays, et puis même aussi de permettre à d'autres d'y goûter, parce que en fait, voilà, les gares sont traversées par plein de gens qui viennent des quatre coins du monde. C'est un super hacking de l'expérience d'un autre possible. C'est un territoire super à explorer. Donc du coup, tu arrives chez AREP, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment et à quoi tu as voulu répondre avec, et tu vas l'expliquer juste après, avec cette démarche EMC2B. En fait, c'était quoi ta question en fait, derrière de cette démarche? Bon, ça, je dirais que c'est un peu le fruit au moins d'un double retour d'expérience. Un premier retour d'expérience en tant que praticien, en tant qu'architecte, ingénieur, quelquefois un peu designer du dimanche, de voir que le projet depuis le début des années 2000, que commence à apparaître aussi des labels environnementaux, la démarche HQE, les médailles de LEED, Subream, etc., de trouver que la façon dont la question environnementale est sous-pesée est devenue assez complexe et est devenue aussi l'apanage en fait d'une catégorie particulière d'intervenants au sein du projet. Je suis désolé, je suis peut-être un peu compliqué pour les auditrices et les auditeurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu la question du projet environnemental devait se justifier par des simulations, devait se justifier par une kyrielle d'indicateurs qui font que pour, on va dire, le maître d'œuvre lambda, pour le client, pour le maître d'ouvrage, pour le futur utilisateur, tout ça est un petit peu du charabia. Il se dit très bien, j'ai acheté un truc qui a une étiquette A ou qui a un label, c'est super, il a une médaille d'or du LEED, mais qu'est-ce qu'il y a au fond derrière? J'ai pas tout compris. Bon, ça c'est premier retour d'expérience. Second retour d'expérience, c'est comme tu le rappelais, Hélène, avec j'ai toujours aimé aussi enseigner, transmettre. Puis je toujours trouvé que le contact avec des plus jeunes que moi était aussi un truc de renouvellement personnel, parce que voilà, ça questionne sur la façon d'articuler une pensée, sur la façon de transmettre un savoir, et puis de temps en temps d'être soi-même inspiré par ce que font des plus jeunes que soi. Bref. Et donc plusieurs fois, on s'est posé la question, dans le cadre du troisième cycle architecture post-carbone, qu'on appelle POCA avec Jean-François Blassel, de dire comment on popularise et comment on installe des métriques sur la façon de peser le projet. Peser d'ailleurs d'un sens littéral, qui est combien pèse la maison que je suis en train de concevoir, combien pèse la chaise sur laquelle nous sommes en ce moment assis, Hélène, mais combien ça pèse aussi dans d'autres mesures qui sont devenues plus courantes aujourd'hui, qui est par exemple, c'est quoi le contenu carbone, ou plutôt quelles sont les émissions de gaz à effet de serre induites par le fait de construire une école. Bref, donc on s'est pas mal posé la question, et donc entre à la fois ces retours d'expérience de la pratique et ces retours d'expérience de l'enseignement, petit à petit a commencé à maturer cette façon de simplifier aussi le regard systémique qu'on doit avoir sur un projet quel qu'il soit. Quand on approche, quel qu'il soit, ça veut dire quand je regarde quelque chose à une échelle territoriale, parce que une collectivité est en train de me poser la question de dire c'est quoi le futur post-carbone de ce territoire de 100 km². C'est la même, je descends un peu d'échelle quand on intervient par exemple chez AREP pour une rénovation d'un bâtiment, et puis à une échelle plus petite encore quand il s'agit de concevoir un mobilier urbain. Et donc EMC2B est le fruit de tout ça. Alors c'est encore une fois, on peut dire EMC2B, c'est encore 5 lettres, c'est 5 silos, donc tu traites de l'énergie, donc tu pèses l'énergie, tu as des indicateurs pour la matière, etc. L'idée aussi de MC2B, c'est dire qu'on fait pas c'est pas un choix, c'est pas un menu chinois où tu dis tiens, en fait, je vais faire un projet où je vais vraiment travailler la question de l'intégration des énergies renouvelables. Bah non. Là, en fait, la crise, elle est plurielle. Le défi, il est global. Le champ de contraintes à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'érosion massive de la biodiversité, c'est un dérèglement climatique qui est déjà en cours, c'est un trop-plein déjà de gaz à effet de serre au-dessus dans l'atmosphère, c'est une criticité des ressources, c'est des énergies fossiles qui font encore aujourd'hui près de 80% du mix. Voilà. Donc non, tu ne peux pas faire ton marché là-dedans. Il faut que ton projet, quelle que soit ton échelle, se pose ces questions. Et donc EMC2B, c'est à la fois, il y a le côté un petit clin d'œil presque à Einstein avec le fameux E égale MC2, mais c'est aussi les 5 doigts de la main. Voilà. Il faut que le truc soit d'un point de vue presque mémotechnique, d'un point de vue mémotechnique, soit extrêmement efficace.
Et c'est ça que j'adore en fait, c'est que tu nous permets de sortir aussi un peu de quelque chose d'enfermant quand on est dans des labels, dans tout ce que tu dis, qui à la fin, tu vois, si parfois on peut suivre tout ça et arriver à un bâtiment qui est intelligent, mais en fait con, tu vois, dans le... Et ça serait finalement la tragédie des horizons de dire, mais c'est pas possible en fait. Et c'est pour ça que j'adore vraiment le fait que ce soit une démarche, en fait, c'est une approche. Toi, tu dis que c'est une table de dialogue pour tenter de quantifier, d'estimer les impacts. Oui, alors c'est tout comme dit comme ça peut paraître un peu obscur, mais c'est vrai que là, je dis ça au potentiel maître d'ouvrage qui nous écoute, on ne mesure pas que des questions d'énergie, de matière. Évidemment, on compte aussi en euros. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir l'alignement entre le coût du projet et l'alignement écologique. Autre dimension aussi, c'est peut-être qu'aussi on y reviendra, qui n'est pas dans MC2B, mais qui est la dimension temporelle, qui est la question de l'obsolescence de l'objet que je suis en train de réparer, de transformer, de concevoir. C'est la réparabilité. Voilà. Donc c'est aussi cette dimension aussi de simplicité et la façon dont les euros et l'impact écologique s'amortissent dans le temps. Carrément, on y reviendra un peu plus tout à l'heure. Donc du coup, concrètement, donc énergie, matière, carbone, climat, biodiversité. Donc ça veut dire que finalement, ça c'est les lunettes avec lesquelles toi, ton équipe et voilà, vous regardez les projets et les choses sur lesquelles vous êtes questionné. Mais il en ressort quoi ? Enfin, est-ce que finalement c'est à la fois un outil pour se rendre compte de là où on part ? Est-ce qu'il y a des objectifs ? Est-ce que du coup, toi, il y a un cap où tu te dis il faudrait qu'on arrive à temps ? Ou alors, c'est déjà un outil pour se rendre compte et ensuite voir comment est-ce qu'on améliore et mettre en capacité les personnes de pouvoir faire des choix à l'intérieur de ça parce que justement, ça les met en exergue. Enfin, j'imagine ça peut les deux, mais... c'est un prisme, tu sais, il y a j'aime bien Pink Floyd, hein, et tu sais, t'as la couverture, le fameux prisme qui décompose la lumière. Ce prisme, on essaie de le mettre tout le temps, en fait. Donc, tu peux le mettre déjà très en amont, avant même concevoir, qui est par exemple, quand tu veux faire la programmation d'un bâtiment, tu te dis, tiens, je dois faire un collège pour 500 élèves. Quelle est sa bonne dimension, en fait ? Et donc là, à ce moment-là, quand on se pose cette question de l'usage, rapporté à la fois au budget de l'opération, mais c'est aussi son budget, qu'est-ce qu'on programme comme impact écologique, c'est déjà un levier énorme, en vrai. Donc ça, c'est quelque part, c'est tout le ressort finalement a-t-on besoin de faire et de se reposer même la question de la nécessité constructive. Bon, ça, c'est toute première étape. Ça, c'est énorme. Deuxième étape, très bien. Là, je te fais vraiment le scénario rêvé, Hélène. Hein. Donc, le programme a été fait vraiment... il est passé au prisme et on est allé vraiment déjà à l'os du juste usage. Très bien. Chers concepteurs, allez-y. Prenez la feuille blanche, allez-y. En ayant EMC2B en tête, je pense que l'étincelle du projet n'est pas la même. Parce que tu as tenté vraiment d'embarquer cette question de la contrainte, cette question des limites. J'aime bien aussi, souvent dire que par rapport à cette quête du beau qui nous anime toutes et tous, la contrainte libère. Bien sûr. La contrainte libère. C'est Georges Perec qui fait un bouquin et il enlève une voyelle, quoi. C'est les poètes et c'est l'écrivain de Loulipo qui jouent avec la contrainte, qui s'en fabriquent même, qui se serrent la ceinture pour dire les gars, c'est encore plus fun. Donc c'est vrai que moi je prends aussi finalement, c'est la partie un peu joyeuse et sympathique aussi de la crise écologique, c'est-à-dire super, il y a encore plus de contraintes en fait. Donc avec ce plus de contraintes, qu'est-ce que ça peut sortir de plus fou encore ? Et ce plus fou encore, ça engage peut-être une autre façon aussi, par exemple, d'écrire le projet architectural, qui n'est pas forcément dans le geste ou dans la forme ou dans une géométrie très compliquée, mais ça peut être par de l'espièglerie nichée dans la simplicité. Voilà. Et donc, il peut y avoir une étincelle initiale qui déjà nous fait partir dans la bonne direction. Et puis, au fur et à mesure que le projet petit à petit se précise, que tu vas dans l'avant-projet, etc., au fur et à mesure, on va peser, comme d'ailleurs on le pèse. Notre client nous dit au fait, c'est quoi la nouvelle estimation de ton projet, Raphaël, à la fin de l'avant-projet sommaire. C'est quoi aussi l'impact, par exemple, en quantité de matière employée. Et l'intérêt de la métrique, par exemple du pourcentage de matériaux employés,
ça nous permet de dire, attends, en fait, on a le taux de réemploi, c'est que 1%. C'est pas fou. Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu essayer de, voilà, sur le sol, se dire qu'on peut peut-être assez facilement utiliser des briques des réemplois. Et donc c'est aussi un parachute ventral aussi, le fait de pouvoir poser des métriques qui sont pas, encore une fois, un tableau Excel avec 100 lignes. Et si on en a à voir, allez, on a essayé justement de faire quels sont le MC2B en version simple. C'est une douzaine de chiffres. Voilà. Et ces 12 chiffres, en fait, ils sont extrêmement précieux l'un après l'autre, et aussi dans leur relation que, par exemple, que le carbone peut entretenir avec la matière, que la matière peut entretenir avec l'énergie, et c'est toute cette richesse-là qui est extrêmement structurante. Qui est très liée. Et j'imagine, en fait, aussi, quand tu parles de... en fait, ça pose le cadre dans lequel aussi tes équipes et finalement tout le monde, parce que voilà, on peut un peu tous s'approprier ça et mettre ces lunettes-là, tu vois, sur les projets. Mais comme en fait les sources d'émerveillement sont hyper larges aujourd'hui, parce qu'en fait on est quand même dans un monde où on peut tout faire, enfin il y a plein de choses qui existent. Donc parfois on peut aussi être un peu trahi par quand on aime avoir des chocs esthétiques, ou quand on aime avoir ces fulgurances d'adoration et tout ça, on en oublie parfois le cadre, alors que là on sait qu'il y a ce cadre-là qui nous permet de cibler encore plus. Et justement, je pense, du coup, ça augmente la puissance de ces idées créatives, de ces petits eureka, de ces petits waouh, quand on les rencontre. Parce qu'on se dit, ah ouais, il y a le sens, en fait, qui va avec. Et je pense que, voilà, comme quand même on est des êtres sensibles, etc., il y a quelque chose qui se crée en nous, ce supplément d'âme, tu vois, qui fait qu'on a quand même la sensation de participer, du coup, à quelque chose qui est aussi plus grand que juste notre boulot, parce que en fait on est architecte et qu'on est payé pour ça, et que tu vois qu'on est ingénieur et qu'on est... Donc ça, je trouve que c'est le moyen aussi de, à travers notre travail, nous reconnecter en tant qu'humains à quelque chose d'autre, parce que justement toi tu as délimité, enfin voilà, tu as voilà, pensé ce truc là, et que c'était pas donné à tout le monde d'avoir cette lecture, tu vois. Après, je suis persuadé qu'au moment où on se parle, tu vois, dans plein d'autres endroits de France et du monde et d'Europe, il y a des approches un peu similaires. Et là-dessus, humilité, parce qu'il y a aussi beaucoup, tu vois, d'acteurs qui font des trucs absolument incroyables. L'importance aussi d'une démarche quelle qu'elle soit, et EMC2B qui s'attache à avoir ce regard systémique et global, c'est encore une fois de rappeler la responsabilité majeure. Et j'inclus aussi dedans des programmistes, des assistants maîtres d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage, et bref, tous les acteurs qui interviennent dans l'acte d'aménager et de construire. Et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi quelques petits treks de trois, mais quand on est architecte, quand on est ingénieur, on est un peu comme un grand électeur. Hein. Il y a dans la démocratie, parfois le suffrage censitaire, etc. Bon, c'est des disciplines en fait où l'engrenage sur l'impact écologique et alors, ça serait intéressant peut-être de faire une enquête, savoir quel est l'impact écologique du métier d'opticien, quel est celui de médecin, quel est celui de prof, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est architecte-ingénieur, c'est un coef 100 ou 200 en fait. J'avais essayé d'évaluer à grosse maille quel était l'impact carbone de prendre mon crayon, de prendre ma calculette, de conseiller, de prescrire. C'est à peu près ça. C'est énorme. C'est à peu près 1 fois 100 en fait. Par rapport à ce que moi, l'impact que j'aurais du fait de me déplacer, du fait de manger, du fait d'habiter, etc. Alors, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas en train de donner un truc de dire parce que je construis écolo, c'est bon, je peux prendre l'avion et faire des city breaks, etc. et manger 3 côtes de bœuf par semaine. Évidemment, il faut s'attacher à être cohérent à la fois dans sa vie perso et dans son mode d'exercice. Mais encore une fois, c'était aussi cette responsabilité sociétale qui, pour moi, est très, très présente depuis assez longtemps. Ouais. Bah, surtout quand on en parlait tout à l'heure, quand on se rappelle que le béton c'est la deuxième ressource la plus prescrite, dont on a le plus besoin dans le monde, tu vois, donc après l'eau. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça doit être en dizaines de milliards de tonnes par an, ouais. Donc rapporté à 8 milliards d'humains, ouais, on a chacun son petit paquet de béton chaque année, et une certaine partie est prescrit par des concepteurs, oui. Et tu me montrais tout à l'heure la revue que vous initiez, la Post, ouais. Et avec une infographie très parlante sur justement, c'était quoi ? C'était le poids
béton des grandes figures. C'est ça, ouais. On s'est un peu parce qu'on essaie aussi de prendre plaisir et un peu à s'amuser. Donc Post, qui est la revue qu'on fabrique, on essaie de fabriquer chaque année chez Arep depuis 3 ans. Donc ça, c'était le 2e numéro. Là, il y a le 3e qui va bientôt sortir. Celui-là, il était consacré aux ressources. Et l'article auquel tu fais référence, je crois, c'est celui qui s'appelle Le ventre de l'architecte, qui fait d'ailleurs référence au film de Peter Greenaway. Je ne sais pas si on pourra parler ciné, mais c'est aussi une bonne source d'inspi. Et on s'est un peu amusé à essayer d'évaluer quelle était finalement la dette matière de quelques grandes figures de l'architecture du XXe siècle. Donc évidemment Le Corbusier, Mies van der Rohe, Hassan Fathy, Louis Kahn et puis Lina Bobardi. Donc combien ils pèsent, combien leur œuvre pèse. Et donc de tête, parce qu'on l'a revu ensemble tout à l'heure, Hélène, je crois que c'était Mies van der Rohe qui pèse pas très loin de 1,5 million de tonnes. Et donc dans l'infographie, on a souhaité aussi représenter quel était finalement le mixte matière de caractéristiques de ces 5 architectes-là. Donc Le Corbusier est quand même très associé au béton. Le béton, comme on sait, pour faire du béton, il faut du ciment. Ciment, il faut le chauffer. Et ça monte à, je crois, 1100-1200 degrés. Donc c'est de la cuisson. Hein, et qui dit cuisson dit énergie. Qui dit énergie dit souvent utilisation d'énergie fossile. Mies van der Rohe, c'est du béton, c'est de l'acier, c'est du verre aussi. Donc Mies, il cuit beaucoup. En revanche, Hassan Fathy, c'est beaucoup plus de l'architecture crue. Et donc, dans l'infographie du ventre de l'architecte, on représentait aussi quelques images des références de ces architectes, en colorant en fait les parties du bâtiment en fonction de la température de cuisson. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais c'est un peu transposé. Je crois qu'il y a aussi peut-être qu'il y a des gastronomes, des cuisiniers qui nous écoutent, manger plus végétarien. L'architecture se pose exactement la même question. C'est exactement c'est ça, c'est assez troublant. Ouais. C'est qu'il faut utiliser beaucoup plus de la matière qui pousse, et puis c'est beaucoup mieux si on cuit moins. Ouais, et puis c'est vraiment une question, parce que aussi parfois on a l'impression que dans les mots, tu vois, c'est plutôt décombustionner et séquestrer du carbone que parce qu'en fait décarboner, parfois on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, machin. En fait le carbone, il faut le stocker, et c'est décombustionner vraiment l'architecture qui est la priorité aujourd'hui, et aussi les initiatives par rapport à la réflexion de, comme tu dis, donc la température donc de cuisson, l'eau virtuelle, on en parlait aussi, donc toute l'eau qui est nécessaire pour fabriquer tous ces éléments, mais aussi parfois, tu sais, la temporalité de combien de temps ça pousse, tu vois, ou par exemple là on a, alors c'est un peu plus vrai dans le design d'intérieur, l'archi d'intérieur, mais des gens qui se disent en fait on va fabriquer du mobilier avec des ressources annuelles. Tu vois, donc en fait, tu as beaucoup de recherches sur la botte de paille, par exemple, la paille de seigle qui fait structure pour des étagères, etc. Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins de temps que le bois ou voilà. Et c'est vrai que poser ces regards et ces manières de voir les matières, c'est hyper intéressant, c'est assez nouveau, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, on se posait pas trop les questions, on se disait on va faire un intérieur, on va le faire en bois, en machin. Alors que quand on a ces ordres de grandeur là, c'est un peu excitant de se dire oui, il y a aussi ça qui compte, alors du coup explorons, soyez un petit peu curieux en fait aussi des esthétiques qui vont en découler, parce que forcément ça va être nouveau. Je dirais curieux, et puis je dirais aussi malicieux et espiègle, et que ça se niche, je pense à la fois prendre des lunettes sur l'histoire naturelle, en fait, et te dire tiens, c'est dommage peut-être que dans mon cursus d'architecte on met pas, comme tu le rappelles si bien, à dire oui, j'ai jamais réfléchi que le chanvre ou la paille ça poussait en un an, et que c'est vrai que même si je veux faire un super bâtiment en lamellé-collé, en fait ça sera quand même un pin qui aura mis 10-15 ans à pousser, etc. Et si je parle d'espièglerie, c'est tout frais d'hier. Chez Arep, hier, on invitait Frédéric Denise, qui est le fondateur de l'agence Archipel Zéro, qui nous a appris vraiment, vraiment plein de trucs, et qui, moi, personnellement, m'a fait comprendre aussi la puissance aussi de la petite échelle aussi pour pousser des curseurs de radicalisation. Et moi, j'étais extrêmement inspiré, en fait, aussi sur le rapport qu'il a entretenu aussi par rapport à la question réglementaire. C'est que parfois on nous oppose, le réemploi c'est extrêmement compliqué, il faut faire des tests en labo, il faut passer par le CSTB, donc le CSTB c'est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, il faut faire un processus qui s'appelle ATEX, bref,
Ça, c'est typiquement le type de sujet qu'on a fait nous, là, sur la halle à vélo qu'on est en train de livrer pour la gare du Nord, en réemployant les vitrages du centre Pompidou. Bref. Et là, j'ai appris plein de trucs hier de la part de Frédéric, qui lui essaie de se frayer un chemin pour dire, en fait, donc là, je suis en train de réemployer des pales d'éoliennes pour faire la couverture. Je sais qu'elle fera le hors d'eau. Mais si je dis couverture, je sais que je serai obligé de justifier auprès de l'assurance ça et ça. Si en revanche je dis que c'est une ombrière, c'est bon. C'est bon. Alors après, évidemment, il faut que le maître d'ouvrage et l'exploitant soient d'accord avec ça. Mais ça, je trouve aussi, tu vois, extrêmement intéressant de dire en fait, cette question-là, cette question des limites, cette question de la contrainte, en fait, ça offre un champ de nouveautés dans la façon de naviguer avec panache. Exactement, très bon, naviguer avec panache. On adore. Et d'ailleurs, chez AREP, pour augmenter donc, cet impact, etc., tu as demandé à Philippe Biwix de te rejoindre. Peut-être tu peux dire 2 mots, alors je pense que celles et ceux qui écoutent le connaissent un peu, mais il a lui aussi, du coup... craquer quelque chose autour des low-tech, qui sont d'ailleurs peut-être davantage connus pour être intégrés dans l'objet ou dans les usages un peu plus domestiques. Comment est-ce que ça a nourri la réflexion que vous avez menée? Comment ça a amplifié? Et pourquoi tu as eu envie de te dire il me faut Philippe comme DG parce que il y a quelque chose qui va se créer, on va embarquer aussi plus fort peut-être? C'est une rencontre marrante avec Philippe. En fait, c'est une rencontre marrante, parce que je pense que comme tout le monde, quand l'âge des low-tech est sorti, je l'ai lu et j'ai trouvé super. Et d'ailleurs, je rends un petit hommage à Philippe, c'est-à-dire que le sujet de la criticité des ressources, et je ne l'avais pas pris à ce niveau-là que l'âge des low-tech l'exposait. Philippe, je l'avais rencontré d'ailleurs plutôt avec ma casquette d'enseignant, puisqu'il était venu à l'école d'architecture de Paris-Est, je ne sais plus exactement la date, ça devait être vers 2015-2016. Et puis voilà, on avait un petit peu discuté, et puis je l'avais trouvé à la fois sympa et brillant. Et puis quand j'arrive chez AREP à la SNCF, je savais aussi que Philippe aussi était quelque part à la SNCF. Et donc je reprends un peu à tâche avec lui, mais au départ, sans une idée de dire tiens, très bien, je vais lui faire la danse du ventre pour qu'il vienne rejoindre AREP. Et puis chemin faisant, je lui ai proposé qu'il rejoigne AREP en tant que DG. Et ça avance bien et on rigole bien. Et donc c'était une belle rencontre, ouais. Est-ce que du coup, parce que bon, dans les exemples qu'on peut donner là sur EMC2B et peut-être un petit focus sur quelque chose dont on n'a pas vraiment, enfin qui apparaît pas encore trop aujourd'hui à nos yeux, mais c'est l'albédo. Peut-être tu peux raconter ce que c'est et pour prendre voilà ce truc par rapport à l'énergie et pourquoi est-ce que pour avoir un exemple, tu vois, un peu de pratique, est-ce que c'est cette question de la réflexion, enfin en tout cas de l'éclaircissement, que ce soit des toits, des bâtiments, peut-être demain des voitures, on ne sait pas, est une bonne idée finalement pour toi et rentre dans quelque chose où il faut, sérieusement peut-être se questionner, non, en fait c'est peut-être pas si bête, c'est peut-être un truc tout simple, mais en fait un vrai sujet. Je suis très attaché à l'idée d'être pédagogue et d'essayer de transmettre des savoirs quand j'ai ma casquette d'enseignant, et puis de temps en temps de lever là un peu le doigt et essayer de pousser des sujets dans le débat public, quoi. Il y en a eu un il y a quelques mois avec l'exposition énergie légère, qui était dire en fait l'énergie ça se redessine, comme c'est pas immatériel l'énergie, ça se redessine, et surtout si demain on doit aller dans un monde plus sobre et un monde où les énergies renouvelables sont plus présentes. Et de la même façon sur les enjeux de dérèglement climatique, et donc dont l'une des composantes est les vagues de chaleur, l'augmentation progressive des épisodes caniculaires. Un des paramètres, mais je dis bien un, est la question de l'albédo. L'albédo, c'est quoi pour celles et ceux qui nous écoutent? C'est une mesure physique qui quantifie la quantité d'énergie solaire réfléchie. Donc c'est une valeur, c'est compris entre 0 et 1. L'albédo d'une neige fraîche, il n'est pas très loin de 1. Ça, c'est pour donner un exemple. Bon. Si j'ai poussé à un moment le sujet de l'albédo, c'est-à-dire au fait les amis, est-ce qu'on peut se poser la question de la colorimétrie des toits, et en particulier des toits assez plats qui en été reçoivent beaucoup d'énergie solaire. Est-ce que ce sujet des toits, est-ce qu'on peut pas un peu le poser aussi dans ce qui convoque en termes patrimonial? Donc là, on est en train de parler dans un
un contexte incroyable de patrimoine, Hélène, puisque nous sommes on dans le journal des Tuileries. Donc face à nous, il y a, donc j'essaie de décrire un peu la carte postale avec le parfait zinc parisien. Zinc parisien qui est d'ailleurs pas si mal en termes d'albédo, hein, mais il y a aussi des toits en tuiles, des toits en ardoise, alors qui eux ont des valeurs qui font qu'en été, ces toits-là, ils absorbent le rayonnement. Si la toiture dessous est pas très ventilée, qu'elle n'est pas très isolée, pouf, c'est beaucoup de chaleur qui va ensuite être dispensée à l'intérieur du bâti. Bien. Et donc, en posant la question de l'albédo, je voulais juste soulever un petit truc, qui était de dire, souvent, quand on est architecte, il y a marqué dans les cahiers des charges qu'on envoie à les entreprises, il y a marqué couleur au choix de l'architecte. Bon, et donc c'est quelque part, c'est un choix à coup nul. C'est-à-dire que l'architecte dit rouge, vert ou blanc. Bon, c'est l'architecte qui aura choisi en lien avec ce client. Et te dire, tiens, un moment, cette question chromatique, en fait, ou cette question de caractériser l'état de surface d'un matériau, en fait, à peu de frais, ça peut quand même avoir un petit impact. Donc, ayez conscience de ça. Alors, je me suis amusé à le raconter pour les toits. On a essayé d'ailleurs de le traduire en images dans l'une des visions des toits, dans le cas d'énergie légère, donc dans les images animées qu'on a réalisées avec Olivier Campagne. Je l'ai aussi regardé, j'ai pas pu m'empêcher, dans ma passion enfantine avec la voiture, de dire qu'est-ce qui se passe si les toits des voitures étaient blancs. Et je me dis, quand même, les toits blancs sur les voitures, ça fait quand même faire des économies substantielles en termes de climatisation, parce que presque toutes les voitures maintenant sont équipées de climatisation, ou bien de fenêtres ouvertes en roulant, et des fenêtres ouvertes en roulant, on sait que ça fait consommer un peu plus de carburant. Donc j'ai essayé d'estimer ça ferait combien de millions de litres de super ou de diesel ou j'en passe si tous les toits des voitures françaises étaient passés chez Feu Vert pour mettre un gros sticker blanc sur le dessus. Voilà. Et ça fait pas mal. Voilà. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc c'est encore une fois un petit effet léger qui est de dire comment par la question dans le où est le beau, sur une question chromatique, sur une question de nuance, ça peut avoir un petit effet de levier qui n'est pas tout à fait anodin. Ouais, et puis en fait, si on multiplie comme ça, finalement, parce que là, c'est un sujet, comme tu dis, parmi multitude d'autres sujets. Mais si maintenant on sort de nos ignorances et qu'en fait on a ça en tête en se disant voilà, là j'ai ça me coûte quasiment rien, mais finalement on peut le faire. Mis ça bout à bout d'autres choses, c'est là où en fait aussi il y a des impacts. Ça va pas être une énorme peut-être révolution mais c'est une succession de choix inspirés et guidés par un peu plus de sens, parce qu'on a eu la curiosité ou qu'on est passé par cette grille de lecture là, et que du coup ça nous met en capacité aussi, ça met en capacité les gens qui prescrivent d'avoir un impact. Et, ça c'est quand même super gratifiant, et comme tu parles de la responsabilité, c'est aussi l'autre côté, c'est de se dire oui, en fait on peut avoir aussi un impact. Et donc si après ça devient la mode et que tout le monde adore et que tout le monde dit ah là là c'est incroyable. Ouais, alors là, je te refais ma blague préférée, moi donc là-dessus, je ne suis pas Lady Barclay de l'architecture, tu vois, et puis attention au whitewash, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas parce que j'ai entendu dire que l'albédo et que le blanc c'était, je t'ai fait un projet qui était vert, voilà, non, il y a d'autres trucs. Est-ce que tu crois aussi, parce que donc là on parle donc EMC2B beaucoup la matière, tu vois les choses qui sont visibles, on va dire. Est-ce que tu crois aussi qu'on pourrait demain agrémenter tout ça avec des réflexions autour du sensible, parce qu'en fait on construit quand même des bâtiments pour y être à l'intérieur, donc la manière dont on s'y sent, si tu veux, elle n'est pas quantifiée. En fait, je me dis, ça serait complètement génial qu'un jour, on arrive à calculer la sensation qu'on perçoit dans un lieu, complètement en terre crue, dans un lieu complètement en bois, dans un lieu parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses à connaître, à s'apercevoir, en fait, à prendre conscience, et qu'on ignore totalement aujourd'hui. Il y a des expériences qui ont été faites quand même dans des hôpitaux avec des chambres qui ont été recouvertes avec de la chaux, tu vois, tout ce truc, voir des arbres. Bon, bref, il y a quand même c'est déjà documenté un petit peu, mais est-ce que ça aussi, tu penses que c'est des voix, tu vois, la voix du sensible, de la sensation, quoi, quelque chose qui n'est pas vraiment... et donc, du coup, qui doit s'adapter, en fait, aussi au déjà là. Et est-ce que ça, c'est quelque chose où tu penses qu'il y a une voix, des voix un peu sous-estimées aujourd'hui, ou la personne a un projet qui va s'approprier ce sujet-là, et puis après, c'est moins à vous de l'intégrer, de le penser. Alors, la question, c'est un peu comment voir l'invisible.
Alors déjà, c'est la quête ultime. Hein. La quête ultime, c'est quand on est concepteur, c'est l'émotion architecturale à l'état pur, celle qui peut faire quasiment couler une larme, quoi, d'être pris dans l'œuvre. Hein. Et donc ça, ce truc-là est assez magique. Alors, il a probablement une dimension, comme tu le dis, très polysensorielle, en fait, qui est une conjugaison de ce que j'y entends, du petit souffle d'air, de telle paroi qui émet ça et celle qui est, etc. Moi, je me souviens peut-être j'ai 2 émotions architecturales les plus fortes. Hein. C'est un peu, je pense que j'ai ma toute première et sans doute celle qui, après coup, je me suis dit, tiens, je vais faire de l'architecture. Je pense que c'était ma première visite au Centre Pompidou, quand je devais avoir 7-8 ans. Ah ouais. Et je pense que c'était à la fois la bestiole technique, et j'ai l'impression que je rentrais dans mon Lego technique. Mais j'ai eu vraiment cette sensation, je ne sais pas comment le dire, alors... de légèreté, de sentiment d'apesanteur en entrant dans ce bâtiment. C'est ce truc-là, je ne sais pas comment le raconter plus, à quoi ça tient. La seconde, c'était un peu plus tard, en voyage au Mexique, à Oaxaca, dans un musée ethnologique. Et là, il y avait eu une rénovation très très bien faite. J'ai oublié le nom des architectes qui avaient fait la rénovation de cet ancien couvent. Et je devais être à l'heure parfaite de la journée, la petite brise qui passe. Et donc il y a un truc où tu es saisi aux tripes, tu vois ce que je veux dire. Donc ce truc-là, c'est quelque chose d'assez incroyable en fait, qui fait aussi que l'architecture est qualifiée en tant qu'art. Voilà. Donc, après, moi dans le voir l'invisible, je reprends peut-être un tout petit peu aussi la question, on va dire un peu MC2B. Tu vois, à l'heure où on parle, à côté de nous, on entend un peu au loin, peut-être que les auditrices, auditeurs l'entendent, un flot de circulation. Donc il y a des voitures qui sont... le parc à Paris, je pense qu'il doit être encore à 93%, je lance les chiffres en l'air, avec des moteurs à combustion et des énergies fossiles. Et ben, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que les gaz d'échappement relibèrent des atomes de carbone, du CO2, un CO2 qui n'était pas dans l'atmosphère depuis des millions et des millions d'années en fait. Tu vois, donc voir l'invisible, c'est ça aussi. Tu vois, c'est vrai que en rentrant en passion et de plus en plus en conscience avec ces questions environnementales, c'est aussi extrêmement précieux que de voir cet invisible là. Tu vois, de voir le carbone en fait quelque part. Te dire en fait, waouh, les gaz d'échappement, en fait, là, ce truc-là, en fait, il y a encore... on le voit pas, mais... Depuis des millions d'années, en fait, il était enfoui sur Terre. Il était avant là-haut, et là, il revient, en fait. C'est assez dingue, en fait. Ouais. C'est assez dingue, c'est vertigineux. Et moi, je te parlais tout à l'heure de ce que j'ai compris aussi, mais dans un tout autre domaine, mais dans la céramique, tu vois, et dans aussi la libération de ces coves, en fait, de toutes ces particules et tout ça. Parce que, alors pour celles et ceux qui écoutent là, mais c'est un podcast qu'on a fait avec Joëlle Soinette, qui est un peu cette grande lanceuse d'alerte sur le sujet des émaux et de la toxicité, en fait, aussi de tout ce qu'on ne connaît pas et ces émanations invisibles. Donc c'est tous ces sujets de qualité de l'air, tous ces sujets de... Voilà, et puis aussi, plus récemment, là, mais tout est lié, d'épiphases, enfin, en fait, c'est vraiment ça. Parce que... c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et je pense que voilà, quand comme toi on a été passionné quand on est petit de tous ces sujets un peu de physique quantique, etc. Ça vous parle, mais pour des personnes qui sont peu familières, en fait, on est parfois un peu trop carté. Enfin, tu vois, à regarder que ce qui est là et pas se voir qu'en fait il y a un invisible c'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas présent. Bon bah voilà, là, ça ouvre aussi d'autres portes et sur lesquelles aujourd'hui on entend peu de gens. Et alors que moi je pense vraiment qu'il y a des sujets qui sont sous-estimés quelque part aujourd'hui, qui peut-être du coup demain vont être des sujets qui seront courants, j'espère, parce que je pense qu'il est peut-être aussi venu le temps qu'on ouvre les yeux sur voilà, qu'on accepte cette pensée complexe et le fait qu'il n'y a pas que ce qu'on voit qui existe et qui fait notre vie, notre quotidien. Il y a aussi tout ce qu'on voit pas. Il faudrait un peu l'Instagram du polysensoriel, c'est ça? Ouais, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Hein. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'on doit créativement, on doit arriver à le manifester, en fait, à le rendre palpable aussi, parce que c'est que des représentations, puis après on peut aussi tomber dans des trucs hyper you et compagnie, donc tu vois, c'est alors qu'il y a ces réalités finalement,
Donc c'est à mon avis, cette crise, si on oublie ça, on passe à côté d'un champ qui est en fait immense quand même. Donc voilà, il y a des réconciliations qui sont souhaitables et on ne sait pas quelles sont les personnes qui vont nous faire convoquer ça, rencontrer ça. Tu vois, peut-être qu'on ne sait pas encore les nommer même. Ça sera peut-être des artistes, ça sera sûrement quelques artistes. En fait, ces gens-là vont surgir un petit peu de plein de disciplines, je pense. Ça va être très intéressant de le voir les années qui arrivent. Ouais. Pour en revenir à comment est-ce que finalement cette démarche EMC2B, on l'a fait sienne quelque part. Est-ce que pour tes équipes, comment est-ce que tu as l'impression que ça se diffuse? Est-ce que c'est un peu compliqué et est-ce que aussi tu leur suggères de se nourrir du coup autrement, d'autres choses, d'aller voir parce que tu vois, vu que finalement là on doit convoquer des choses qui n'existent pas vraiment, d'être créatif, parfois c'est parce que justement on va piocher un truc, on sait pas trop où on va, tu vois, c'est un peu comme les chercheurs, tu vois, ils trouvent parce qu'en fait parfois ils savent pas ce qu'ils cherchent, ou ils cherchent quelque chose et en fait ils trouvent autre chose. Donc comment un peu de manière un peu structurelle peut-être créer des voies, des directions pour que finalement tout ça qui est cette tribu à la REP qui arrive à ramener des petits fragments de quelque chose qui fasse grossir le grand inconscient de cette démarche. Vaste sujet. Bon, je sais pas si on a trouvé la martingale, tu vois, là on applique je pense des recettes qui sont assez courues, qui est de mettre beaucoup l'accent sur la formation. Et de mettre aussi l'accent sur l'inspiration. Donc là-dessus, c'est aussi de transposer à l'échelle d'AREP ce que on a pu tester dans l'enseignement. Donc ça passe déjà partager les meilleurs bouquins, les meilleurs documentaires, les meilleurs films, les meilleurs podcasts qui traitent de l'extrême richesse et variété de ces questions-là. Donc là, par différents canaux, formels, informels, on essaie de partager tout ça dans tout AREP. Donc ça passe par exemple dans notre newsletter mensuel. À la fin de la newsletter mensuelle, il y a ça comme expo, il y a ça comme lien, il y a ça comme podcast, etc. Ça passe dans le programme de formation campus sur, en effet, la liste et le best-of des livres, si on veut rentrer globalement dans le manoir des enjeux écologiques. Voilà. Ça passe aussi par des formations aussi par moments aussi un peu plus arides, un peu plus techniques, pour dire comment intégrer du solaire photovoltaïque dans son projet, comment compter carbone au sens de l'ARE 2020, c'est quoi une analyse de cycle de vie, c'est quoi aussi comment travailler, tu parlais de l'eau tout à l'heure, tout le métabolisme de l'eau et le sujet du nivellement dans le projet. Bref, donc c'est une grande variété de sujets. Mais on n'a pas encore trouvé, je rassure tout de suite les auditrices et les auditeurs, on n'a pas encore trouvé la recette magique pour que la conversion soit totale. Et est-ce que tu penses aussi que ça serait intéressant de former, je sais pas, mais d'ouvrir ça à justement plus large en fait, vos prestats, vos clients, parce que tu vois finalement tu te dis mais comment tu veux qu'on désire quelque chose dont on ignore l'existence parfois, tu vois, c'est-à-dire que comment tu veux qu'on te questionne toi AREP sur un sujet où vous avez développé des compétences parce qu'en fait aujourd'hui vous êtes à l'avant-garde de tout ça, si ton client ou les personnes ne savent même pas que c'est possible de faire ce. Donc en fait c'est parfois comment on pourrait insuffler. Déjà, tu as plusieurs phénomènes. Alors déjà, on a un truc un peu particulier chez AREP, c'est qu'on a un client régulier qui s'appelle la SNCF. Qui était plutôt d'accord pour qu'on y aille aussi pas mal sur la question de l'éco-conception et la question environnementale. Bon, donc ça nous aide quand même pas mal à ce que tout le monde progresse, c'est-à-dire qu'on a un client récurrent qui dit, alors, je dis pas qu'ils sont tous les mêmes et qu'ils sont tous le petit doigt sur la couture, te dire faites-nous un projet qui soit super écolo, mais quand même, ça évidemment, ça nous aide beaucoup. Deuxième point, c'est sur les sujets, il y a des sujets sur lesquels on décide de ne pas répondre à un appel d'offres parce qu'on considère que non, que le sujet posé,
n'est pas raccord avec voilà, le monde post-carbone auquel on croit. Puis troisième sujet, il y a aussi de plus en plus de clients des collectivités publiques, mais aussi des développeurs privés, qui ont compris aussi, voilà, qui savent eux-mêmes qu'ils doivent bouger, quoi, et donc qui font appel à des gens comme nous, comme plein d'autres aussi en France, qui œuvrent en urbain, en archi, dans le design, en ingénierie, etc. Donc c'est uniquement aussi aujourd'hui s'en remettre à la curiosité, enfin susciter la curiosité, enfin essayer d'éveiller de manière générale la curiosité de tout le monde pour Exactement. Et tu as raison aussi, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de pédagogie. Et puis de donner envie de s'intéresser à ces sujets qui sont chiants. Et donner envie, et comment d'embarquer. Et finalement, tout projet est une école en soi, en fait, hein, tu vois. Donc c'est une façon aussi d'embarquer avec toi aussi tes partenaires, le client, et de dire attendez, c'est hyper important, tu vois. Je reprends encore une fois l'exemple qui était aussi notre petite opération commando pour sauver quelques vitrages de la chenille du centre Pompidou pour les mettre sur la vélo. D'embarquer aussi le CSTB pour aller très très vite pour pouvoir avoir l'approbation de pouvoir les réutiliser. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché, mais donc il y a beaucoup d'énergie, et beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de pédagogie, ouais. Et est-ce que tu penses du coup c'est de la pédagogie ou aussi peut-être une prise de risque aussi en fait de certains, d'industriels, mais même des assureurs, enfin tu vois, est-ce que ces prises de risque aujourd'hui qui semblent être des prises de risque sont pas couronnées finalement de succès un peu de manière inévitable parce que justement aujourd'hui c'est plus que tout ce dont on a besoin pour avancer? Ouais, après tu as des prises de risque parfois qui marchent pas, hein, en fait. Tu vois, je pense à un sujet du moment qui est de vouloir construire moins en béton et donc par exemple de recourir peut-être davantage à d'autres types de matériaux, et je prends l'exemple du bois. Bien, tu couronnes de succès parce que tu mets du bois, mais sauf que maintenant le bois faut l'encapsuler parce que les pompiers ont considéré qu'il fallait l'encapsuler. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc ça, tu vois, tu as des sujets où certes, tu as eu une prise de risque, où à un moment, tu t'as changé en fait, ton mode de raisonnement et ta façon d'articuler le détail type que tu avais fait dans le projet précédent, et de dire, tiens, je me suis mis au bois. Et à la fin, tu fais flûte. Si à la fin, c'est pour voir par-dessous une couche de placo, c'est un peu bêta, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc, je me dis, mais comment parce que, tu vois, dans le podcast avec Youssef Tomé, on en parle aussi, des pompiers. J'ai l'impression que c'est lui qui fait l'urbanisme, l'archi. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait, l'influence que ça a. Donc, ça mène, quand on repose le truc, c'est finalement la question, le rapport à la mort, en fait, qui est pointé là. Hein, donc, est-ce que finalement, c'est dans ce domaine de l'architecture que cette question doit être posée, ou est-ce que c'est ailleurs, finalement, de manière beaucoup plus sociétale? Parce que vous en pâtissez. C'est des freins, alors que c'est une question, peut-être the question existentielle auquel parmi lesquelles là, on a à se positionner en tant que société. Alors après, ça peut s'appeler, si je la prends de façon vraiment assurantielle, un rapport coût-bénéfice. Je prends un autre exemple que la question du pompier, donc la question par exemple de l'incendie. Je me suis souvent posé cette question sur un truc qui est vraiment, vraiment esthétique, qui est, je ne sais pas si tu as vu fleurir depuis, on va dire, les 10-20 dernières années, des garde-corps sur les toits. Ouais. Mais par ailleurs, tu te dis, si on a mis ça, c'était évidemment, ça partait d'un bon sentiment qui était de chercher à réduire, je ne sais pas, je n'ai pas du tout regardé quelles étaient les statistiques du nombre de personnes qui se plantaient et tombaient d'un toit parce qu'il n'y avait pas assez lisse. Mais je suis presque sûr, à en prendre le pari, que le nombre d'accidents de la route, des camions qui sont venus livrer ces lisses, plus les gens qui les ont montés, plus les gens peut-être en amont qui dans les mines, etc. Je suis sûr que le rapport coût-bénéfice, en tout cas je le questionne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc cette sorte de prise de recul en mode Powers of 10, des IMSS, tu vas te dire, attends, à chaque fois qu'on se pose une question écologique, esthétique, essayons un peu de bien poser le débat. Je suis pas sûr qu'on le fasse tout le temps. Voilà. Ouais, alors que... Bon, ça c'est passionnant. Enfin, il faudrait peut-être même un autre épisode parce que avec même une conf avec des assureurs, plein de gens, parce que c'est ces petits trucs aussi qui font que mis bout à bout, quand tu as des architectes ou des constructeurs ou des personnes qui étaient pas vraiment dans ces dynamiques-là, c'est exactement ces sujets-là qui prennent pour justifier le fait qu'ils bougent pas.
tu vois. Et ça manque aussi, je pense, une vision peut-être un peu chapeau. Hein. Là, dans quelques jours, on va aller honorer nos devoirs de citoyens pour aller voter. Et que c'est vrai que la question, presque même la question du beau et la question d'esthétique, c'est pourquoi c'est pas aussi un thème de campagne et de programme, en fait, tu vois. Et donc, tu vois, tu pourrais imaginer que en 2027, une candidate ou un candidat se dit moi je veux que les toits de France soient peut-être un peu moins moches et j'ai bien pesé le rapport Courbet-Bénéfice sur la question des garde-corps et qu'on va tous les démonter parce que la France sera plus belle. Exactement. Non, mais, bon, ce sera pas moi, hein, mais je pense effectivement que le beau, c'est un... Bon, mais c'est passionnant. Donc, comme tu le dis, le beau, c'est du stock de matière. Donc, ce podcast s'appelle Ouais le beau. On est vraiment... en fait, c'est comme si c'était une méta-question qui était tellement géniale que on n'a pas fini d'y trouver chacun quelque chose sur lequel on peut s'ouvrir, évoluer, etc. Rendre la transition irrésistible, c'est un petit peu ce que tu disais là. Alors j'avais noté un passage d'une interview que tu avais donnée il y a 4 ans dans un truc qui s'appelle Businessimo. Et tu disais, on a le devoir à la fois d'être exemplaire et de produire des imaginaires désirables qui sont autre chose que ceux d'un monde de la consommation carbonée. Et c'est ça le vrai défi qu'il faut faire. D'abord, représenter des choses qui sont désirables, qui feront que tout le monde veut aller dans cette direction. Donc, est-ce que pour toi aussi, le beau peut être un profond vecteur de changement enthousiasmant? Enfin, comment tu te positionnes un petit peu Je me positionne déjà sur la question de la conso, tu vois, rappeler une des belles chansons et finalement assez forte du point de vue du sens, du point de vue du beau et presque d'un point de vue écologique, qui est Alain Souchon, Full Sentimental, tu vois. On nous inflige des désirs qui nous affligent, tout est dit. Il y a cette question de la norme du beau aussi, qui nous afflige. Le standard. Et le standard. C'est vrai que le beau... Et puis vous, c'est votre stock en fait. C'est ce dont vous héritez parfois quand c'est des réhabilitations ou des... Oui, mais ce que je voulais pointer, c'est aussi que le beau, aussi, c'est ce sur quoi tu poussais tout à l'heure sur la question polysensorielle. C'est vrai que souvent, le beau est très associé à la vision, je sais pas. Non trop, et en fait beaucoup trop en vrai. Ouais. Tu vois, surtout dans une société. Il doit atterrir quelque part. Une société de l'image, dans une société de l'image frénétique du réseau social. Et je pense qu'on est très aliéné par ces images stroboscopiques qui nous vendent un certain beau. Et ce certain beau, souvent de la consommation pour continuer full sentimental. Et il est certain que le beau, il a cette dimension beaucoup plus globale. Qui n'est pas que celle des 5 sens, hein, tu vois, c'est peut-être quelque chose de plus fort encore, et c'est la chose qui nous transporte, et je fais mon Baudelaire de pacotille. Je suis peut-être, par rapport à la citation à 3-4 ans, c'est vrai que là, je trouve qu'on est un peu dans une zone où je suis un peu plus marée basse. Je trouve quand même sur l'air du moment sur les questions environnementales, moi en France et puis même en Europe, c'est pas folichon. Donc je sais pas si on arrive à fabriquer, si tu veux, la rendre la transition irrésistible. Tu vois, j'ai envie en ce moment de modérer mes ardeurs, c'est plutôt déjà de la rendre à peu près acceptable. Et déjà, ça nous aiderait un peu. Voilà. Ouais. Et alors, je suis d'accord, et je trouve aussi qu'en ce moment, mais c'est ça finalement que j'ai aussi aimé chez toi, c'est que il n'y a pas cette dimension de colère, en fait, dans tes propos. C'est-à-dire que tu es tout à fait conscient et clairvoyant, lucide, ce que tu veux, sur le défi. Mais cette méthode, cette démarche, EMC2B, etc., on n'a pas la sensation qu'elle est punitive, qu'elle part d'un endroit en toi qui est la colère et peut-être qu'aujourd'hui on n'en peut plus aussi, on suffoque des personnes qui ont ces yaka faucons, toutes ces démarches peut-être un peu préfaites, parce que en fait on n'en sait rien, et d'avoir un cadre assez large pour nous-mêmes naviguer là-dedans. Reprendre cette liberté de choisir, de le faire avec discernement là où on est, avec notre culture. Ça, en fait, je crois que aussi c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, et avec une intention qui est vraiment celle de l'émerveillement, quoi.
Et c'est vrai que cette transition, je pense que sans émerveillement, elle pourra pas donner envie. En fait, elle pourra pas être irrésistible, elle pourra pas. Et c'est un chemin, c'est un travail de se reconnecter à ça, en fait. Parce que c'est tout dans notre vie nous pousse à être un petit peu désabusés. Parce qu'en fait, oui, les nouvelles sont pas bonnes. Et donc, c'est un vrai chemin de réorienter de nous-mêmes, en tout cas quand on en sent l'élan et quand c'est un peu notre nature, tu vois. Parce que je crois qu'on a besoin vraiment de réalimenter ces côtés de nous, quoi. Bah, là-dessus, peut-être, allez, petite incartade, parce que j'ai quand même de l'affection, voire de l'estime pour ceux qui sont en colère. Déjà, moi aussi, tu vois, déjà ils sont pas très nombreux parce que sinon on serait pas là. Finalement on n'en serait pas là, tu vois. Donc peut-être que par moment il y a la maladresse, par moment il y a de la cosmo-impolitesse, et on regardera plus tard. Et beaucoup auront été aussi des précurseurs. Bon, moi, je n'ai pas le courage aussi de certains qui sont très en colère, et que je rêve peut-être de façon par moment peut-être trop naïve d'une révolution sereine, qui est aussi un doux oxymoron, que de dire en fait c'est un peu ballot parce que finalement un peu tout est là. Il n'y a pas nécessité d'une baguette magique à la fois technique et socioculturelle, et c'est quand même un peu ballot qu'on est en train de tout foutre en l'air et que ça soit en train de devenir un grand désordre et que le monde devient un foutoir inhabitable, quoi. Donc c'est vrai que intérieurement, j'essaie de peu l'exprimer, cette colère intérieure, mais j'ai des moments où je suis très profondément désabusé, où j'ai mes périodes à moi d'éco-anxiété que je compense, si tu veux, avec de l'euphorie, avec de l'enthousiasme, et tout simplement aussi dans l'action du projet. Dans l'action du projet, c'est que quand on s'occupe, hein, c'est du divertissement au sens pascalien du terme, hein, c'est divertere, se détourner, tu vois. Donc, par le projet, tu te détournes un moment aussi de cette profonde angoisse dans laquelle je suis parfois aussi amené comme beaucoup, quoi. Ouais. Non, mais je pense que, et moi aussi, je voulais pas que mes propos puissent faire penser que du coup, je comprends pas ces gens-là. C'est juste qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai envie de nourrir avec Où est le beau et toutes les actions qu'on fait avec l'association, etc., c'est transcender un peu ça pour essayer de trouver en nous et de faire cet exercice qui est pas évident et qui est de chaque instant, au quotidien, tout le temps, de savoir ce qu'on nourrit, tu vois, quelle est l'énergie qu'on nourrit. Et parce que je pense que cet exercice, il est important parce que c'est... en fait, on a toujours le choix, tu vois. Mais évidemment que se laisser submerger par ses émotions, et moi, je suis vraiment passée par des phases d'éco-anxiété sévères. Mais c'est aussi parce qu'on traverse ça que du coup, on arrive à découvrir aussi en nous autre chose. Et après, on a le choix de rester dans la colère ou de la traverser, tu vois, et qu'elle soit juste le petit pic qui vient, qui repart, mais d'avoir nous le cliquer, tu vois. Et c'est juste que moi, je me retrouve pas dans les initiatives où finalement le cliquet de la colère, il est toujours ouvert. Voilà, moi j'aime bien avoir l'extincteur, tu vois, et de pouvoir parce que ça me ressemble plus. Après, je pense qu'aussi on est tous différents, et parce que je pense que je sais plus ce que c'est cette expression, tu sais, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est ça aussi un peu. Je pense qu'il y a quelque chose un peu là-dedans qui est peut-être un peu futile, mais bon. Bah voilà, c'est en tout cas moi ça me fait du bien d'avoir ces chocs un peu esthétiques parce que j'aime bien ces pulsions d'adoration, j'aime me dire waouh, j'adore. Mais voilà. là où je te rejoins totalement, Hélène, c'est que dans le dilemme qui est de dire est-ce que j'essaie de réunir tous mes congénères autour d'un truc qui s'appelle la colère, ou plutôt j'essaie de réunir tous mes congénères autour d'un sujet qui est l'émerveillement et le ravissement. Bien sûr. C'est vrai que le deuxième plan me tente un peu plus, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que tu fais des expositions. Donc toi, tu es commissaire d'exposition aussi. Tu as participé en 2021 à l'exposition qui s'appelait La beauté d'une ville, pavillon de l'Arsenal, et 2023-2024. Et 2023-2024, tu es le commissaire de l'exposition Énergie légère, usage, architecture, paysage. Pareil au pavillon de l'Arsenal. Pourquoi tu aimes faire des expos ?
Alors j'ai appris un peu comme Monsieur Jourdain à aimer ça, tu vois, parce qu'on m'a dit tiens au fait est-ce que ça te dirait de collaborer et d'écrire tel texte pour telle expo et puis à un moment d'être interviewé pour tel autre. Bon, j'aime bien aussi écrire et puis j'aime bien aussi tout simplement rencontrer des gens qui me disent, qui t'invitent et qui te demandent de réfléchir, de faire un dessin ou un papier sur quelque chose. Mais sur l'exposition, donc la fois où j'étais vraiment commissaire d'exposition, c'était en effet pour Énergie Légère, qui était une exposition au pavillon de l'Arsenal, qui a eu lieu entre novembre 2023 et puis la mi-mars 2024, qui était aussi le résultat aussi d'échanges avec Alexandre Labasse, qui avait lu ma thèse énergie, matière, architecture, et qui m'avait dit tiens, ça serait quand même pas mal que certains aspects puissent être traduits aussi en exposition. Bref, donc on a fini par la faire, cette exposition. C'était d'ailleurs Où est le beau? Tiens, Où est le beau? Où est le beau? C'est déjà préparer l'expo. C'est un peu comme voilà, je reprends un peu le parallèle de faire la cuisine. On était plein dans la cuisine en fait, avec entre la super équipe du pavillon l'Arsenal, avec Jean Souviron, avec Olivier Campagne, l'équipe AREP, bref, il y a tout un collectif comme ça qui s'anime. Et je trouve que c'était extrêmement stimulant de présenter ou de projeter une pensée par plein de médias différents, en fait. Tu vois, par des objets, par des cartes, par des dessins, par des vidéos, et te dire tiens, en fait, il va y avoir plein de façons de rentrer dans mon sujet. Tu vois, il y a des gens qui ont vu Énergie Légère, qui sont allés voir l'Énergirama. L'Énergirama, c'était quoi? C'était 10 minutes de séquence de film de l'histoire du ciné qui parle un peu d'énergie. Donc dedans, tu avais 3 secondes dans Gattaca, au moment où on a le lever de soleil face à la centrale solaire, où tu avais la guerre du feu, évidemment, la séquence où la tribu Kwa est en train de montrer à l'autre comment, en frottant un bout de bois sur un autre, ils arrivent à déclencher un feu de biomasse. Tu vois. Donc il y avait plein de trucs. Donc il y avait première partie, toute cette période de fabriquer l'exposition. Et puis la deuxième, de partager. Et donc là, très content aussi du succès de l'exposition. Très heureux aussi, moi, d'avoir aussi fait visiter et partager. Et du coup, ça m'a mis, moi aussi beaucoup d'énergie positive. Donc ça a bien comblé aussi mon éco-anxiété. Voilà. Ouais, et moi, je trouve vraiment que déjà, bravo parce qu'elle était super. Et je trouve que les expositions, c'est vraiment un bon moyen. Enfin, c'est un stimulateur d'idées, ça ouvre les possibles, on a besoin vraiment de ces moments où on fait circuler les découvertes, les informations. Et puis, enfin voilà, je pense que l'équipe aussi au pavillon de l'Arsenal, avec les stratégies qu'elles ont, la curation et les personnes qu'elles invitent, c'est super chouette et précieux aujourd'hui. Donc bravo aussi à elles. Tu vois, qu'on évoquait avant de dire sur la question polysensorielle. Ouais. Justement, une exposition par rapport à un réseau social ou par rapport à un beau magazine, c'est en effet plus riche que ça, parce que tu vois, tu écoutes, tu entends, tu touches, tu vois, tu sens, tu vois, il y a une expérience esthétique ou de la façon de communiquer l'information qui est vachement plus riche. Et puis aussi, je trouve que c'est intéressant sur la façon dont ça s'est capté l'attention à géométrie variable. Tu vois, il y a des personnes qui vont rester une demi-journée dans l'exposition parce qu'ils vont tout lire intégralement. Et il y en a d'autres qui vont y passer et qui vont y rester, qui vont y rester un quart d'heure, mais qui ont réussi quand même à glaner des choses. Donc je trouve que c'est un très bon support dans cette question du récit, alors du récit acceptable, désirable, / irrésistible, tu vois, vers ce monde post-carbone. Carrément. Ça, c'est trop bien. On arrive aux petites questions de fin. Raphaël, est-ce que peut-être un message pour les jeunes architectes ou les jeunes créatifs, en fait, aussi, là, qui sortent de l'école, architecte ou designer, ou commissaire d'expo, ou je sais pas, un petit message que tu aurais aimé peut-être qu'on te partage à toi à leur âge, ou je sais pas, quelque chose. Ouh là là, alors là, t'es prêt? On va faire x2 sur la durée podcast. Non, je rigole, mais premier conseil, la façon dont vous imaginez votre métier va être très très différente de ce qu'on vous a raconté. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous avec un tout petit soupçon de peur, mais dans ce que la peur a aussi de mobilisatrice et d'énergisante. Préparez-vous aussi à l'idée qui est que, si je parle de l'architecture, depuis Vitruve, depuis la Triade, l'architecture, on n'a fait qu'additionner des objets dans le monde, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi
ce qu'on appelle la technosphère. On a construit, et puis construit d'ailleurs en prenant d'ailleurs par moments beaucoup trop de place par rapport au reste du monde, au reste du monde et en particulier du vivant. Bon, est-ce que demain, nos métiers, ça ne sera pas des métiers d'addition, mais des métiers de soustraction? Allez, je tente le truc. Est-ce qu'un architecte en 2100, c'est celui qui sait très savamment démolir et déconstruire, en fait, tu vois, trier dans l'autre sens la matière. On a l'impression que l'architecture est un métier de l'ordre, mais ça crée beaucoup de désordre. Comment on passe un peu le film à l'envers. Alors même si on sait que les films, on ne sait pas les passer à l'envers parce qu'il y a l'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est je fais péter une tasse, elle tombe par terre, et ben elle est brisée, et puis je sais que ça peut pas se repasser dans l'autre sens. Mine de rien, c'est aussi la merveille de la vie, c'est que c'est un peu de l'entropie à l'envers. Comment, conscient de ça, nous, sapiens, on remet de l'ordre, quoi. Et remettre de l'ordre dans nos métiers, de l'architecture, de l'architecture d'intérieur, du design, de l'aménagement, du paysage, c'est peut-être savoir défaire avec beaucoup de soin et beaucoup de science, et peut-être avec beaucoup de beau en vrai. Et donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est moi je me rends compte sur le tard, à un âge maintenant un peu voilà, de gars mature, je sais pas grand chose sur le vivant en fait. Et donc regardez vraiment beaucoup, voilà, ce serait les sciences naturelles, la botanique, le vivant c'est extrêmement touffu, c'est extrêmement complexe, et ces trucs-là sont vraiment très faiblement enseignés. Voilà. Et enfin, si, engagez-vous dans ce métier parce que vous êtes aussi potentiellement les médecins et les sauveurs du monde, quoi. Voilà. Carrément. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange. Et où est-ce qu'on donne rendez-vous, tu vois, aux gens qui voudraient regarder un peu plus la REP? Sur votre site, j'imagine, il doit y avoir tous les... Le site arrêt.fr, il y a quelques trucs. Il y a d'ailleurs il y a des liens aussi. On parlait tout à l'heure de la revue Post. Ouais. Je crois que la revue Post numéro 1 est intégralement en ligne. Il y a quelques articles de la revue Post qui y est. Je pense qu'on probablement dans quelques semaines, on mettra la revue Post 2 intégralement en ligne parce que la revue Post 3 va sortir. Et Post 3, on la trouve dans les librairies. Dans toutes les bonnes librairies dans les semaines qui vont venir. Côté le catalogue énergie légère est pour l'instant épuisé. Il était effectivement son succès, mais sur le site du pavillon d'Arsenal, il y a un très riche dossier de presse où il y a beaucoup de choses qu'ils pourront trouver dessus. Et puis que les auditrices et les auditeurs n'hésitent pas à m'interpeller voilà, sur LinkedIn, sur Instagram, s'ils veulent continuer la conversation. Trop bien. Merci beaucoup, Raphaël. Grand merci à toi, Hélène.